Bonjour les amis, ici le docteur Baréli Jean-Marc, je suis toujours avec vous. Bienvenue dans cette troisième partie sur les urgences vont exploser si elles n'ont pas déjà explosé. Lors de la première partie et de la deuxième partie, nous avons parlé des études du médecin urgentiste, nous avons parlé de son parcours, nous avons parlé de son profil. Donc maintenant, vous savez un petit peu quel est le portrait, on va dire, du médecin urgentiste. Par contre, on n'a pas encore abordé la réalité du métier du médecin urgentiste. Que fait un urgentiste au travail? Que fait exactement un médecin urgentiste lorsqu'il est de garde à l'hôpital? C'est ce que je vais essayer de vous exposer. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai de l'organisation des urgences en général. Comment s'organise un service d'urgence en général, de l'arrivée du patient jusqu'à la sortie du patient ou à son orientation la plus appropriée. Donc, qu'est-ce qu'un urgentiste? Un urgentiste se différencie des autres médecins en général par sa capacité à cerner rapidement un problème nouveau. Donc j'insiste bien sur rapidement et nouveau. Il a acquis une capacité, ou il est doté d'une capacité à cerner rapidement un problème nouveau, et cela 20 à 30 fois par 24 heures, de gens qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc il faut qu'il s'adapte systématiquement à tous les patients qui se présenteront à lui. Patients, bien entendu, au profil très différent, nous en reparlerons. Alors, bien entendu, ça le différencie du médecin généraliste, du médecin de famille, du médecin traitant, qui, lui, par définition, suit ses patients. Il voit des gens qu'il connaît. Et par rapport à la mort en général, ce qui différencie l'urgentiste du cancérologue, par exemple, c'est que le cancérologue, lui, il fait face à une mort qui est lente et préparée. Alors que l'urgentiste, lui, fera face à une mort brutale, rapide et souvent inattendue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui se présentent aux urgences ont eux aussi un profil très, très précis. Ce sont des gens qui ne s'attendaient pas à finir aux urgences lorsqu'ils se sont levés le matin. On se lève rarement le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais me casser une jambe et je vais finir aux urgences. » Ou « Tiens, aujourd'hui, en fin de journée, je compte bien faire un petit infarctus et puis comme ça, je ferai un petit tour aux urgences. » Non, non. On arrive toujours aux urgences. C'est con de finir aux urgences. Voilà. C'est con. On n'avait pas prévu ça. On a autre chose de mieux à faire que de se retrouver aux urgences. Et bien, celui qui s'occupera de vous, c'est l'urgentiste. Alors, un urgentiste, comme son nom l'indique, est un spécialiste de l'urgence. C'est un spécialiste de la prise en charge de toutes les pathologies qui peuvent exister durant les premières heures. Jusqu'aux 24 premières heures, mais c'est souvent les premières heures. Donc par définition, un urgentiste, il exerce une spécialité transversale. Transversale, ça veut dire qu'en fait, il touche à toutes les spécialités qui peuvent exister en médecine. Voilà, il peut faire un peu de cardiologie, un peu de pneumologie, de l'anesthésie, de la traumatologie, etc., etc. C'est en fait un médecin qui touche à tout, mais qui s'est spécialisé dans la prise en charge de toutes les pathologies urgentes dans les premières heures. Par définition, quand c'est urgent, ça se déroule dans les premières heures. Alors, bon, je vous ai fait une petite liste de ce que va voir un médecin aux urgences, un médecin urgentiste aux urgences. Il va voir beaucoup de traumatologie. Or, la traumatologie, c'est quoi? C'est les fractures, c'est les entorses, ce sont les chutes, ce sont les accidents, ce sont les sutures, ce sont les plaies en tout genre, ce sont les luxations. Bref, toute victime de traumatisme, de traumatologie,
finira très probablement aux urgences et verra un urgentiste. Alors, dans les gens qui ont subi un traumatisme, donc ils vont se retrouver en traumatologie, en box de traumato, vous avez deux profils. Vous avez les gens âgés qui tombent. Voilà. Lorsqu'on est âgé, on est à risque de chute certain. Plus on prend de l'âge et plus on est à risque de chute, plus on est fragile. Comme vous le savez, les gens âgés ont des troubles de l'équilibre, ils sont parkinsoniens, ils voient mal, etc. Bref, des tas de facteurs qui font que la personne âgée risque de chuter. Bon, et ben, si elle tombe, il y a de fortes chances pour qu'elle finisse aux urgences parce que la chute du sujet âgé, déjà, ce n'est pas anodin. Et deuxièmement, souvent, ils vont se fracturer des os, d'autant plus pour les femmes qu'il y a de l'ostéoporose sous-jacente. Donc ça, c'est un premier volet des gens qui finissent par avoir de la traumato. Le deuxième volet, c'est des sujets jeunes. C'est des sujets jeunes qui font du sport. Les accidents de sport sont d'excellents pourvoyeurs de patients aux urgences. Sport en tout genre, bien entendu, mais enfin en France, c'est plutôt le football et le rugby. Alors, il y a du judo, il y a du vélo, il y a ce que vous voulez, mais c'est plutôt football-rugby. Mais c'est aussi tous les gens qui bricolent, tous les gens qui jardinent, parce que lorsqu'on jardine, mine de rien, on peut prendre la tronçonneuse, et ben on va se faire une plaie par tronçonneuse. On va prendre des couteaux, des cutters, des choses comme ça. On est à risque de se faire plein de plaies. De plaies en tout genre et de plaies plus ou moins profondes. Et puis le troisième volet, ce sont les travailleurs, les accidents professionnels, ce qu'on appelle les accidents de travail. Alors vous en avez de plusieurs sortes, bien entendu. Vous avez celui qui travaille et qui va se fouler une cheville. Mais vous avez aussi celui qui travaille sur des échafaudages et qui va chuter, ou alors l'ouvrier agricole qui va se prendre la main dans une machine. Bref, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là finiront en traumatologie aux urgences. Ce profil d'entrée représente à peu près la moitié des gens qui se présentent aux urgences. Donc plaies, fractures, luxations, entorses, etc. Donc ça, c'est le premier volet, la traumatologie. Donc l'urgentiste sait prendre en charge toute la traumatologie durant les premières heures. C'est-à-dire qu'il saura remettre une luxation en place, il saura suturer une plaie, il saura faire un plâtre, etc. Le deuxième groupe de gens qui finissent aux urgences, le deuxième groupe de patients, on va dire, ce sont les gens malades de façon précise, des gens qui ont mal au ventre, des gens qui ont mal à la poitrine, des gens qui ont ce qu'on appelle une dyspnée, c'est-à-dire des gens qui sont essoufflés ou qui ont du mal à respirer. Tous ces gens-là qui présentent une symptomatologie, je dirais, assez précise, finalement, eh ben, ils vont se retrouver aux urgences parce qu'il faut savoir ce qu'ils ont. Hein. Quelqu'un qui a mal au ventre et qui se présente aux urgences, ça peut être grave. Hein. Ça peut être une appendicite, ça peut être un problème de vésicule biliaire, une pancréatite, mais ça peut être aussi une hémorragie interne, etc. Donc, c'est des problèmes qui peuvent être potentiellement graves. Le troisième groupe de gens qui se présentent aux urgences, c'est un groupe qui est de plus en plus volumineux. Et c'est un petit peu ce qui crée la crise aux urgences par ailleurs, je parle des gens âgés. Le troisième groupe, c'est les gens âgés. Les gens âgés qui viennent souvent d'EHPAD, de maisons de retraite. Des gens âgés qui se présentent pour ce qu'on appelle une AEG, une altération de l'état général. Ça veut tout et rien dire. Je ne sais pas quel est le docteur qui a inventé ce terme il y a déjà plusieurs années, parce que c'est un terme qui ressort régulièrement. Donc en pratique, aux urgences, quand on doit voir une personne âgée dans un box,
Souvent, l'infirmière qui vous présente le malade va vous dire « Jean-Marc, tiens, va au box 3 pour un AEG ». Bon. L'AEG est un fourre-tout, c'est global. Altération de l'état général, ça veut dire en fait je suis malade. Ou en fin de journée, lorsque vous êtes fatigué, vous avez aussi une altération de l'état général. Donc ça veut tout dire. Bref, c'est des gens qui vont pas bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les gens âgés aux urgences, ce sont souvent des gens qui ne vont pas bien et on ne sait pas trop pourquoi. On sait d'autant plus pas trop pourquoi que les gens âgés sont souvent des gens qui n'arrivent pas trop bien à parler, qui sont déjà, pour certains, malheureusement, un petit peu déments, confus, ou alors déboussolés par le fait de ne plus être dans leur environnement habituel. Donc la prise en charge de l'altération de l'état général aux urgences est assez difficile finalement si on veut vraiment bien faire son travail. Le quatrième volet de gens qui se présenteront aux urgences, c'est le volet, on va dire, que le citoyen perçoit assez rapidement des urgences, c'est l'urgence vitale. C'est la grosse urgence vitale. C'est là où on court, on rue sur les brancards, on pousse les gens très vite au scanner, etc. Bon, ça relève plus de la fiction, du film, de la série, de la légende, que de la réalité. Néanmoins, l'urgence vitale existe, bien entendu. Elle représente à peu près entre 2 et 5% des gens que l'on va voir aux urgences. Donc vous voyez qu'un médecin urgentiste par garde, s'il voit 20 à 30 malades par garde, il verra 1 à 2 urgences vitales par garde. Des fois il n'en verra pas, d'autres fois il en verra 3-4, c'est très variable, mais quand on travaille aux urgences en France, on ne voit pas que des urgences vitales, loin s'en faut. Les urgences vitales, c'est quoi ? Écoutez, vous l'imaginez bien, enfin, je pense qu'autour de vous, dans votre famille, vous avez tous eu des gens qui ont eu des choses graves. C'est l'infarctus du myocarde, hein, donc les gens qui ont mal à la poitrine et qui font un infarctus. C'est l'accident vasculaire cérébral, bien entendu. C'est les hémorragies en tout genre, l'hémorragie interne, externe. Donc ça peut être grave et très rapidement fatal si on ne fait rien. C'est les gens qui sont dans le coma, c'est toutes les intoxications en tout genre, et c'est aussi les tentatives de suicide. Donc ça, c'est le volet d'urgence vitale. Normalement, un urgentiste, quand il choisit cette profession-là, c'est vraiment ce qu'il recherche. C'est l'urgence vitale. On fait rarement urgentiste pour voir des altérations de l'état général. On fait urgentiste plutôt pour voir un infarctus ou gérer un accident vasculaire cérébral, donc un AVC. Donc ça, ce sont les 4 principaux volets de gens qui se présentent aux urgences. Mais vous en avez plein d'autres. Vous en avez un autre qui est problématique pour les urgences, et là aussi, c'est de plus en plus fréquent. Le volume devient souvent énorme dans certaines urgences en France. C'est toute la médecine générale qui, par définition, n'a pas grand-chose à faire aux urgences. Et pourtant, vous avez de plus en plus d'entrées aux urgences pour de la simple médecine générale. Lorsqu'on demande aux gens pourquoi ils sont là, ils vous répondent régulièrement parce que je n'ai plus de médecin traitant, ou parce que mon médecin traitant est en vacances, ou parce que mon médecin traitant ne peut me recevoir que dans 3-4 jours, ou dans une semaine. C'est du vécu. Mais c'est toujours des gens de trop qui vont prendre finalement quand même un peu de temps au médecin urgentiste, et ça ne va faire qu'emboliser le service des urgences encore plus. Donc la médecine générale, bien entendu, voilà, c'est l'angine, c'est l'otite, le lumbago, etc., etc. Vous avez un 6e volet qui arrive aux urgences systématiquement et qui prend beaucoup de temps à l'urgentiste, c'est la psychiatrie. Voilà. Alors la psychiatrie, c'est quoi ? Vous avez en fait 2 groupes de gens psychiatriques. Vous avez les agités et ceux qui ne le sont pas.
Souvent, les moins agités vont prendre encore plus de temps à l'urgentiste. Les agités, c'est quoi? C'est les crises d'angoisse, c'est des gens schizophrènes, des psychopathes, des délires. C'est ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. Vous avez tous les profils de gens psychiatriques qui peuvent devenir très très agités et finir aux urgences. Le rôle du médecin urgentiste, c'est déjà de les calmer. Donc on les shoot. Ça prend énormément de temps parce que l'équipe des urgences est souvent mobilisée pour cet agité. On est obligé de le mettre sur un brancard à plusieurs, il faut souvent l'attacher, puis après on le shoot, c'est-à-dire on lui fait des piqûres de neuroleptiques dans la fesse. Ça prend du temps, on se prend des insultes, on se prend des crachats, on se prend des menaces. Donc le patient agité qui arrive aux urgences, fort heureusement, c'est pas tous les jours, mais quand il arrive, ça va prendre beaucoup de temps. D'autant plus qu'après, il faut le transférer, il faut l'interner en psychiatrie, il faut faire des tas de démarches administratives qui peuvent des fois vous prendre 2 heures. 2 heures. Un agité peut prendre à un urgentiste 2 heures durant sa garde. Donc ça bouffe une très grande énergie au personnel des urgences en général, d'autant plus qu'il faut souvent appeler les veilleurs, la sécurité, pour qu'il y ait quand même des bras musclés pour maintenir ces gens-là. Donc c'est des urgences qui sont énergivores. Et l'autre version, c'est le psychiatrique qui n'est pas agité. Un psychiatrique qui n'est pas agité, c'est quoi? C'est un dépressif. Et là, le dépressif, il va vous prendre énormément de temps. Je veux dire, on ne peut pas gérer un dépressif aux urgences en 2 minutes, c'est pas possible. Il faut parler avec lui, il faut s'entretenir avec lui, écouter son histoire, qui des fois est riche et longue, et souvent très intéressante. C'est des gens qui sont souvent comme vous et moi, qui ont une vie normale, ils ont une famille, un travail, des enfants, et puis ils craquent, ils n'en peuvent plus. D'autant plus que, comme vous le savez, dans cette société occidentale, la vie est plutôt psychologiquement agressive. Chômage, harcèlement, pas de but dans sa vie, problèmes familiaux, divorce, garde d'enfants, impôts, charges, etc., etc., qui font que je pense que n'importe qui d'entre nous peut sombrer en dépression un jour ou l'autre dans sa vie. Ce qui fait que ces gens-là, on s'identifie un petit peu à eux. Donc on va prendre du temps, on ne va pas les bâcler. Autant celui qui est très agité, il est fou, on n'est pas fou, donc on le shoot, on le calme, on le transfère, on essaye de faire ce qu'on peut. Voilà, on fait son travail. Par contre, le dépressif, ça prend du temps. Et surtout, il faut évaluer s'il est suicidaire. Très important. Et c'est ce qui fait la différence entre le dépressif qu'on va laisser rentrer chez lui en essayant de se mettre à sa place, en essayant de le réconforter, en essayant de le rendre un petit peu plus optimiste, en parlant avec la famille, etc. Le suicidaire, lui, il faut le garder. On ne peut pas le laisser rentrer chez lui. Le problème, c'est que très souvent, les gens veulent quand même rentrer chez eux. Donc on est obligé là aussi de faire des certificats, d'appeler le psychiatre, de transférer les gens en psychiatrie. Ce sont des certificats que souvent doit faire aussi la famille parallèlement. Donc il y a un côté émotionnel certain. Donc toute la psychiatrie qui arrive aux urgences, qui par définition arrive aux urgences, va prendre énormément de temps à l'urgentiste, même si en volume, les patients psychiatriques sont finalement peu nombreux au regard de la médecine générale, des gens âgés, et ce qui s'ensuit. Et puis vous avez un 7e volet qui est non négligeable et qui, je dirais, caractérise les urgences. Ce sont les cas sociaux. Je dirais même que les problèmes de société, les problèmes de cas sociaux, les problèmes sociaux sont
consubstantiel maintenant à l'existence des services d'urgence en France, que l'on devrait dire plutôt accueil et urgence, parce que comme vous le voyez, des urgences, il y en a pas tant que ça finalement. On accueille les gens. Je vous rappelle juste que les urgences, c'est quand même le seul endroit en médecine et à l'hôpital où on ne peut refuser personne. C'est-à-dire que toute personne se présentant aux urgences doit être examinée par un médecin ou vue par un médecin. C'est très important parce que malheureusement, on ne peut trier personne, refuser personne, et donc l'organisation d'un service d'urgence n'en est que plus difficile. Les cas sociaux, c'est quoi? Vous imaginez les cas sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'un cas social où les gens en misère sociale, vous en avez, vous pensez à tous les SDF déjà, les SDF, les sans-papiers, les alcooliques chroniques, les migrants, les gens qui se perdent, les gens qui ont trouvé de la lumière et qui arrivent aux urgences, ce sont les toxicos aussi, les drogués. Alors, bon, en France, fort heureusement, on a beaucoup moins de toxicomanes que dans certains pays comme les États-Unis. Néanmoins, lorsqu'ils viennent aux urgences, c'est assez compliqué à gérer. Parce que le toxicomane, il est toujours dans le chantage affectif. Il est toujours dans la manipulation. Il cherche toujours à avoir sa dose. Et il pense qu'aux urgences, il pourra avoir sa dose. Alors, le profil surtout du toxicomane, c'est l'héroïnomane, ou celui qui prend déjà un traitement substitutif, la méthadone, le Subutex, etc. C'est très difficile parce qu'ils sont tellement manipulateurs qu'ils vont vous faire croire qu'ils ont mal, qu'ils souffrent le martyre, qu'il y a une vraie urgence. Pour certains, on va les mettre en urgence vitale parce qu'ils se tordent de douleur. En fait, c'est juste pour avoir leur dose de morphine. Donc ils vont essayer de vous manipuler. Ce sont des gens, bien entendu, qui sont par définition immatures. C'est très difficile à gérer. Et que fait-on d'eux après? Parce qu'il faut les laisser rentrer chez eux. C'est des gens qu'on ne peut pas garder. Donc ce profil de cas sociaux sont très difficiles à gérer. Le toxicomane et le clochard, le SDF, le sans-abri, qui par définition ne peut pas rentrer chez lui vu qu'il n'a pas de chez lui. Donc on fait quoi? De ces gens-là, on fait quoi? Ils viennent aux urgences, on doit les gérer pour X problèmes, souvent on doit les mettre à la douche parce que au niveau hygiène, c'est pas tout à fait ça, vous imaginez bien. Donc ça prend du temps aussi. Tout ça, ça prend du temps. C'est pour vous dire que le volet social aux urgences est très important. Je dirais même que les urgences sont le reflet de la société. Je dirais même plus, je pense que les urgences sont un excellent baromètre de ce qu'il se passe dans notre société. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs groupes de patients qui se présentent aux urgences. Et puis, je vais vous en citer un petit dernier pour la route. C'est les gens ramenés par les gendarmes ou les policiers. Donc, c'est des gardés à vue. Vous voyez, c'est des gens qui vont se faire juger. En tout cas, il y a une plainte. Bref, il y a une procédure judiciaire à leur encontre. Et vous avez ce qu'on appelle un OPJ, donc un officier de police judiciaire, qui va estimer si oui ou non le patient doit être vu par un médecin avant d'aller soit en garde à vue, soit en prison. Et les gendarmes vont venir aux urgences nous présenter des patients qui sont souvent, vous l'imaginez bien, un peu énervés, qui ne vont pas trop se laisser examiner, ou qui ont bu, etc. Et nous, l'urgentiste doit faire un certificat comme quoi il est apte à rester en garde à vue. Voilà, j'ai oublié bien entendu probablement plein d'autres profils de malades qui se présentent aux urgences, mais vous avez à peu près une vision globale des gens qui vont finir par attendre souvent des heures et des heures aux urgences sur un brancard ou en salle d'attente. Voilà. Un urgentiste travaille par garde de 24 heures d'une façon générale. C'est-à-dire que
quand on pense à un urgentiste, c'est garde de 24 heures. Voilà. Certains ne travaillent qu'en journée, d'autres que la nuit, etc. Mais d'une façon générale, on choisit les urgences aussi pour travailler 24 heures et avoir 2 ou 3 jours de libre après sa garde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail d'un urgentiste est en même temps physique et intellectuel. Physique, vous imaginez bien, il est assis, il est debout, il se lève, il marche, il piétine, il se cambre, il suture des enfants qui des fois sont un petit peu agités, et tout ça pendant 24 heures. Donc l'urgentiste, quand il démarre sa garde, c'est souvent à 8h30 du matin, il arrive, il prend les transmissions de ses collègues qui ont fini leur garde de 24 heures, il va prendre les gens qui sont encore dans les box aux urgences, il va se loguer sur un ordinateur parce que l'ordinateur, comme je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, c'est le meilleur ami ou le meilleur ennemi de l'urgentiste. Pour ma part, je pense que c'est plutôt le meilleur ennemi de l'urgentiste que son ami, mais là, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc, l'urgentiste, il arrive, il prend les transmissions de ses confrères, il s'installe sur un ordinateur, il se log, il met ses mots de passe, etc. Il a tout le logiciel des urgences qui se met en place, et puis il va travailler, et il va faire, donc il va voir tous les gens qui vont se présenter, qui appartiennent à toute la liste des gens que je vous ai montrés. Un urgentiste va prendre en moyenne 2 gardes de 24 heures par semaine. Voilà, donc il travaille 48 heures par semaine en moyenne, mais vu que souvent il fait des heures supplémentaires ou qu'il va travailler dans un autre hôpital comme intérimaire pour arrondir ses fins de mois, on peut dire qu'un urgentiste, d'une façon générale, travaille allègrement 50, 60, 70 heures par semaine. C'est-à-dire pratiquement le double d'un travailleur normal, on va dire, entre guillemets, aux 35 heures. Ce qui caractérise la garde de l'urgentiste, c'est qu'il risque de faire une nuit blanche ou de dormir très peu, et même s'il dort un petit peu, il est réveillable. Donc un urgentiste, lorsqu'il arrive et qu'il prend sa garde aux urgences d'un centre hospitalier, il a aussi une chambre de garde, souvent dans le service ou pas très loin. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un peu moins de gens à voir vers minuit, 1h, 2h, 3h, 4h du matin, il partage sa garde avec l'autre urgentiste parce que dans la grande majorité des hôpitaux, vous avez 2 urgentistes qui travaillent ensemble la nuit. Et donc, au bout d'un certain temps, lorsqu'il n'y a plus trop de malades à voir, les urgentistes se partagent la nuit, ou en tout cas ce qui reste de la nuit, en 2. Donc, lorsqu'un urgentiste arrive à déjà dormir un cycle, c'est-à-dire 3-4 heures de suite, c'est déjà très bien. Quand il arrive à dormir 5 heures, c'est une superbe garde. Et lorsqu'il arrive à dormir 8 heures la nuit, là, c'est le jackpot, il a gagné au loto. Il est millionnaire jusqu'à sa prochaine garde. Il est heureux parce qu'il a pu dormir. Le problème, c'est qu'un urgentiste peut, durant une garde, se coucher à 6 heures du matin et 2 jours après, être obligé de se réveiller à 7 heures du matin pour reprendre sa garde. Donc au niveau rythme veille-sommeil, c'est désastreux. C'est d'ailleurs ce qui fait craquer souvent les urgentistes au bout d'un certain temps, c'est-à-dire à l'âge de 45 ans en moyenne, c'est de mal dormir la nuit. La nuit aux urgences est un vrai problème pour le médecin urgentiste. Autant en journée, ça ne le dérange pas de travailler énormément, autant la nuit, c'est un autre problème. Alors, bien entendu, un urgentiste est là avant tout pour sauver des vies. Donc s'il est à 3 heures du matin réveillé pour sauver une vie, s'il va sur un accident de la route ou s'il s'occupe d'un gros infarctus, il est là pour ça et à la limite il sera heureux de sauver une vie et il ne verra pas le temps passer. Le problème c'est que la nuit, c'est pas souvent ce genre de profil de patients qui vont se présenter. Donc un urgentiste, il est disponible 24 sur 24, il est systématiquement sous tension,
même lorsqu'il dort dans sa chambre de garde 2 ou 3 heures, au fond de lui, inconsciemment, il n'est pas serein. J'ai même vu des urgentistes dormir 6 heures leur nuit et rentrer chez eux claqués parce qu'on ne dort pas aussi bien à l'hôpital que chez soi. Donc un urgentiste, il est dispo 24/24. Il est systématiquement sous tension. Même s'il n'est pas stressé, même s'il est très expérimenté, même s'il adore son métier et qu'il est heureux d'être au boulot, il est toujours sous tension. Pourquoi il est toujours sous tension? Parce que on le sollicite sans cesse. On le sollicite sans cesse, c'est ce qu'on appelle la notion de rupture de tâche. Il y a des thèses qui ont été faites sur ça. Ce sont les ruptures de tâche. Rupture de tâche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin urgentiste, lorsqu'il est en train de faire quelque chose, lorsqu'il se concentre sur quelque chose, il va être dérangé pour X raisons. Et le problème, c'est qu'après, il faudra qu'il se reconcentre pour finir ce qu'il était en train de faire. Alors, je peux vous citer des tas de ruptures de tâches, une infirmière ou un interne qui demande un conseil, une infirmière qui demande de faire une prescription pour un autre malade, ou qui vous sollicite pour un autre malade qui vient de vomir, ou je ne sais pas, alors que vous êtes en train de vous occuper d'un autre malade. Donc soit derrière votre ordinateur ou dans le box lui-même. C'est aussi l'infirmière d'accueil qui va venir vous voir pour savoir quelle est l'orientation la plus appropriée face à des gens qui vont se présenter. C'est aussi le téléphone incessant. Le téléphone incessant. En journée, le téléphone aux urgences, il sonne tout le temps. C'est une nuisance sonore absolument phénoménale, qui est très épuisante. C'est finalement ce qui va user le plus le médecin urgentiste lorsque tout se passe bien. C'est quand le téléphone sonne tout le temps. Alors il doit répondre aux familles, à des collègues, à des pharmacies qui rappellent pour une prescription que vous avez faite 1 heure ou 2 avant. C'est des appels en tout genre, ce sont des ambulances qui disent qu'elles vont venir bientôt, etc., etc., ou des médecins du centre 15 qui vous appellent pour savoir s'ils pouvaient recevoir tel ou tel patient qui est suivi dans votre hôpital, même s'il est d'un autre secteur. Un médecin traitant qui va vous appeler pour vous dire que il y a l'un de ses patients qui va se présenter aux urgences 1 heure ou 2 après, etc., etc. Et puis vous avez les sollicitations des familles aussi, c'est-à-dire les gens qui sont en salle d'attente, qui attendent depuis déjà un petit moment et qui veulent avoir des renseignements, savoir si on garde le patient, où on en est, si c'est grave, etc. Et puis, vous avez la sortie SMUR. La sortie SMUR, là, c'est une autre histoire. Parce que là, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est le médecin qui travaille au sein d'un service d'urgence, donc dans un cadre précis, dans une structure, aux urgences même d'un centre hospitalier. Je vous rappelle que les urgences, c'est la porte de l'hôpital, c'est devenu la vitrine de l'hôpital, c'est devenu la lumière de l'hôpital. Donc les gens ont surtout la vision de l'urgentiste travaillant aux urgences, au sein d'une structure bien définie. Ce que les gens oublient, c'est qu'il y a aussi ce que l'on appelle le SMUR. L'acronyme SMUR veut dire structure mobile d'urgence et de réanimation. Comme son nom l'indique, structure mobile, donc c'est une voiture, un objet roulant. Quoique des fois, l'urgentiste sort en hélicoptère. Mais dans la très grande majorité des cas, c'est la voiture que vous voyez dans la rue, gyrophare, sirène, qui demande la priorité et qui roule à fond. Donc structure mobile d'urgence, c'est des urgences parce qu'à l'intérieur de cette voiture il y a un urgentiste, et de réanimation parce que l'urgentiste va se déplacer pour réanimer des gens. Dans une voiture SMUR, vous avez 3 personnes. Vous avez l'ambulancier, l'infirmière et le médecin. Donc le SMUR va se déplacer pour l'urgence vitale. Autant je vous ai parlé des urgences vitales qui arrivent aux urgences, mais avec l'organisation du système de santé tel que nous l'avons en France, en fait, c'est plutôt rare qu'il y ait une urgence vitale qui se présente d'elle-même aux urgences.
L'urgence vitale, on va plutôt aller la chercher. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'il y a un accident, lorsque ça se passe mal, les gens vont faire le centre 15. Et comme je vous l'ai expliqué, le centre 15, c'est une structure, c'est un standard qui se trouve au sein des préfectures de chaque département. En tout cas, dans la très grande majorité des cas, c'est au sein des préfectures, donc la principale ville en fait de chaque département. Les gens vont faire le 15, vous allez finalement à la fin avoir un médecin qui va évaluer un petit peu cette urgence et qui va décider si oui ou non il va faire sortir un SMUR. Donc en cas d'urgence vitale, le SMUR doit sortir au pied du malade. Donc vous imaginez bien que d'une façon générale, le médecin est aux urgences, il travaille aux urgences, il fait des choses, et sa principale rupture de tâche ultra prioritaire, c'est quand son bip sonne pour lui dire il faut sortir en SMUR, donc il faut sortir sur un malade. Donc imaginez un urgentiste aux urgences, il est en train de suturer un enfant, et bien brutalement il doit laisser sa suture pour sortir en SMUR. La voiture de SMUR est au sein du service des urgences. Donc en fait, vous avez souvent les urgences, vous avez un petit garage adjacent aux urgences avec à l'intérieur la voiture et puis une pièce à côté avec tout le matériel entreposé qui sert de réserve pour toutes les choses que comportera le coffre de la voiture SMUR. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la voiture de SMUR, ce n'est pas juste une voiture avec 3 soignants, c'est une voiture qui transporte l'hôpital au pied du malade. Donc dans la voiture, vous avez tout ce qu'il faut pour sauver des vies. Tout ce qu'il faut, c'est bien entendu tous les médicaments, mais c'est toutes les perfusions, c'est tout le matériel pour réanimer les gens, c'est des respirateurs, c'est des tuyaux, c'est ce qu'on appelle des Lucas, c'est-à-dire des machines qui servent à masser les gens. Vous avez des kits pour les accouchements, des kits pédiatriques, des attelles en tout genre pour les fractures, etc., etc. Donc la voiture de SMUR, c'est en fait l'hôpital en miniature, en tout cas les urgences en miniature qui vont se transporter au pied du malade. Ça, c'est le SMUR. Alors, quelles sont les urgences vitales du SMUR? C'est à peu près sensiblement les mêmes urgences que l'on peut trouver aux urgences, donc, mais il y en a plein d'autres en plus parce que, comme je vous l'ai dit, la médecine d'urgence est avant tout une médecine de situation. Et il y a des situations que l'on retrouve en SMUR que l'on ne retrouve jamais aux urgences. Donc, quelles sont les principales urgences prises en charge par une voiture de SMUR? Bien entendu, c'est le fameux arrêt, l'ACR, l'arrêt cardio-respiratoire. C'est-à-dire que si vous voyez, je ne sais pas moi, si vous vous retrouvez dans la rue ou dans une grande surface ou lors d'une fête, un mariage et qu'il y a une personne qui fait un arrêt cardiaque devant vous, donc qui est immobile, qui ne respire plus et inconscient, il est probablement en arrêt cardiaque. Donc là, vous allez très rapidement, déjà, si vous savez le faire, masser le malade, mais vous allez faire le 15 ou le 18. Le 18, c'est les pompiers, le 15, c'est le SAMU. Mais les deux sont bien entendu interconnectés. Donc si vous faites le 18, ça va très très vite au 15. Si vous faites le 15, ça ira très vite aussi au 18, parce que lorsque le SMUR sort, les pompiers sortent en même temps. C'est souvent les pompiers qui arrivent les premiers sur les lieux du crime, je dirais, parce que vous avez beaucoup plus de casernes de pompiers en France que de SMUR. Pour rappel, il y a un peu plus de 380 SMUR en France, à peu près, si mes souvenirs sont bons. Des casernes de pompiers, vous en avez des milliers, c'est pas pareil. Donc, le SMUR va s'occuper de l'arrêt cardio-respiratoire, donc le fameux arrêt, donc dans notre langage commun, lorsqu'on doit sortir, on sort sur un arrêt.
La deuxième urgence la plus fréquente, c'est la douleur thoracique, la douleur tho. Euh, c'est d'ailleurs en volume la cause primaire, principale de sortie SMUR, la douleur tho. Soit dit en passant, il vaut mieux aller sur une douleur tho que tard, hein. Donc c'est pour ça que c'est le SMUR qui sort. Donc la douleur tho, c'est la douleur thoracique, la douleur du thorax. C'est souvent l'infarctus du myocarde, hein. Le troisième volet de l'urgence vitale que l'on fait en SMUR, c'est l'AVP. L'AVP, c'est accident de la voie publique. Donc en pratique, c'est les accidents de la route. Voilà. Si un jour vous assistez à un accident de la route, eh ben, c'est le SMUR qui sortira sur cet accident de la route. La prise en charge des accidents de la route est bien entendu assez spécifique, assez précise. C'est presque un métier à part entière, hein. Ce sont des protocoles. Et il faut quand même avoir une certaine technicité quand on est urgentiste en SMUR pour gérer des AVP. Le plus difficile pour un urgentiste sur un AVP, c'est l'accident de voiture avec un patient qui est incarcéré. Incarcéré, ça veut dire qu'il est coincé dans sa voiture, on ne peut pas le sortir, donc on ne peut pas le soigner de façon optimale. Donc là, heureusement que vous avez les pompiers sur place qui, eux, sont formés pour désincarcérer les gens. Ils arrivent souvent avec des grosses cisailles, mais gigantesques, hein. Ils découpent le toit, ils s'arrangent pour pouvoir faire sortir le malade. Mais des fois, quand les gens sont gravement malades, incarcérés dans leur voiture, qu'ils sont en train de mourir, en train de saigner, qu'ils se mettent en arrêt, etc., bah, il faut que l'urgentiste puisse travailler dans la voiture même, à soigner le malade lui-même qui est en train de crever, à savoir les gestes qu'il faut faire pour le sauver, pendant qu'en même temps, ou pratiquement en même temps, les pompiers travaillent pour désincarcérer le patient. Donc ce sont des situations qui sont nerveusement très pénibles, fatigantes, mais en même temps très excitantes. Je pense que lorsqu'on choisit le métier d'urgentiste, c'est entre autres aussi pour sortir sur des accidents de la route. Quel n'a pas été l'enfant curieux de voir ce qui se passe lorsqu'il passe en voiture sur la banquette arrière avec ses parents et quand il voit sur le bord de l'autoroute un accident. Moi, en tout cas, lorsque j'étais enfant, j'étais curieux, c'était pas du voyeurisme, mais j'étais curieux de savoir ce que l'on pouvait faire pour soigner des gens qui ont un accident de la route. Mais les AVP, ce ne sont pas que les accidents de la route, ce sont les accidents de moto, ce sont les accidents de vélo, ce sont aussi les piétons qui se font renverser. Donc c'est pas que des accidents de voiture, hein. Vous avez vélo, piéton, moto, voiture, poids lourd, choc frontal. Euh, Comme ça, juste en passant, les deux choses qui tuent le plus sur la route, c'est le choc frontal, en tout cas en voiture, hein. C'est le choc frontal avec une autre voiture et la voiture qui se prend un arbre. Ça, c'est ce qui tue le plus rapidement les gens qui sont dans leur voiture et qui ont un accident. Donc ça, ce sont les AVP. Le quatrième volet des sorties SMUR, c'est les accouchements. Il faut que vous sachiez que quand les gens accouchent chez eux en France, hein, lorsqu'ils n'ont pas le temps en fait d'aller accoucher à l'hôpital, eh ben, c'est le SMUR qui vient à leur chevet. Donc un urgentiste doit lui aussi savoir faire des accouchements. Ça rentre dans le cadre de la formation de l'urgentiste, mais il doit aussi savoir faire des accouchements. L'autre volet, bah, c'est les accidents de travail, donc comme je vous l'ai dit, chute de 5 mètres, d'échafaudage, c'est le suicidaire qui se jette du troisième étage, c'est celui qui se prend la main dans une machine et qui se retrouve coincé. J'ai moi-même fait des SMUR où on a été obligé d'amputer les gens sur leur lieu de travail pour pouvoir sortir la main ou la jambe de la machine. Donc ce sont des situations assez fortes que tout médecin d'une certaine expérience aura déjà vu au moins une fois dans sa carrière, si ce n'est pas plusieurs fois. L'autre motif de la sortie SMUR, bah, c'est ce qu'on appelle la dyspnée, c'est-à-dire les gens qui s'étouffent, hein. Il y a plusieurs causes qui pourraient expliquer un étouffement, mais en fait, en pratique, c'est soit la crise d'asthme aiguë,
soit les gens qui font une insuffisance cardiaque et qui font ce qu'on appelle un OAP, donc qui ont de l'eau dans les poumons et qui s'étouffent. C'est assez fréquent. Et vous avez ceux aussi qui font des fausses routes, hein, ceux qui avalent donc le travers, le morceau de viande qui passe dans le mauvais tuyau, ça c'est une urgence qui est vitale, hein, mais vous avez surtout les gens âgés qui avalent donc le travers, et donc vous avez de la bouffe qui finit dans les alvéoles et les poumons, et ben, si on ne fait rien, ce sont des gens qui s'étouffent petit à petit, hein, c'est ce qu'on appelle une fausse route. Vous avez aussi toutes les urgences pédiatriques qui sont... il y a un facteur émotionnel certain, parce que lorsqu'on sort sur un enfant, faut pas se louper. C'est-à-dire que autant lorsqu'on sort sur un arrêt cardiaque d'une personne de 95 ans, parce qu'on sort encore malheureusement sur des arrêts cardiaques de gens de 95 ans, bon, si on se loupe un petit peu, c'est pas dramatique, on va dire. Le patient aura fait sa vie. Par contre, quand on sort sur un enfant de 3 ans ou de 6 ans, là c'est quand même une autre histoire, parce que vous imaginez bien que il y a la famille autour, il y a une pression, et puis on s'identifie à cela, parce que l'urgentiste, il a déjà souvent des enfants, une famille, donc il s'identifie à cela, donc il faut qu'il garde son sang-froid. Donc pour les enfants, fort heureusement, ce n'est jamais bien grave finalement, c'est des crises d'asthme, des laryngites, des choses comme ça. Il y a souvent plus de peur que de mal quand on sort sur un enfant en SMUR. Néanmoins, des fois, il y a des situations qui sont dramatiques, j'en ai vécu plusieurs. Je me souviens entre autres une fois d'un enfant de 5-6 ans, je crois, ou peut-être moins, 4 ans, qui était à table avec sa famille et qui brutalement tombe mort, raide mort, en arrêt. Donc on est sorti sur lui un soir, bien entendu. Donc vous imaginez, vous prenez votre voiture SMUR, vous faites le trajet, conduit grâce à un ambulancier, puis vous arrivez sur les lieux, dans une zone pavillonnaire, bourgeoise, la maison, le jardin, la balançoire, les jouets, vous arrivez dans le salon, vous avez déjà les pompiers qui sont arrivés, qui massent le gamin, vous avez la mère qui est en pleurs, le père qui ne sait plus quoi faire, etc., les enfants qui sont montés dans la chambre, qui regardent. Donc, sortir en SMUR, c'est émotionnellement très prenant et très usant. Et puis enfin, vous avez ceux qui sont dans le coma, les gens inconscients. Il y a diverses causes, bien entendu. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine d'urgence sur ce propos, mais quand on sort des gens qui sont dans le coma, il faut souvent les mettre sous respirateur artificiel. C'est-à-dire que les prérogatives d'un urgentiste et le savoir-faire d'un urgentiste, c'est de savoir aussi faire de l'anesthésie, de la réanimation anesthésie. Donc vous voyez que le bagage du médecin aux urgences est finalement très large. Il fait de la traumatologie, il soigne les infarctus, il va aussi gérer tous les cas psychiatriques, il va pouvoir gérer les accidents de la route, il fera les accouchements, etc., etc. Il va savoir endormir des gens, les mettre sous respirateur, il saura faire des plâtres, bref, des tas et des tas et des tas de choses. Et dernière chose, l'urgentiste en SMUR sortira aussi sur les suicides. Là aussi, émotionnellement, très prenant. Les suicides en France, vous avez surtout, on va dire, 3 classes de suicides. Enfin, vous en avez 2 qui réussissent presque toujours, et puis vous en avez un 3e qui réussit presque jamais. Le suicide qui réussit presque jamais, c'est le patient, plutôt une femme, qui prend des médicaments. Donc, dans le pire des cas, il se retrouve dans le coma. On arrive à gérer, on intube le patient, on le gère, et puis après il finit en réanimation, et quelques jours après il se réveille, et il verra un psychiatre. Ça, c'est d'une façon générale, bien entendu. Il y a des médicaments bien plus dangereux, mais d'une façon générale, ça se passe comme ça. Et puis vous avez les 2 autres suicides qui réussissent presque toujours, c'est le pendu et le suicide par arme à feu. Le pendu, vous imaginez la scène d'horreur, c'est vous avez un patient qui
qui pend sur sa corde. Alors, des fois, quand on arrive, le patient, on lui a déjà coupé la corde, hein, c'est la famille, les gens qui l'ont vu en premier, comme ça, qui s'occupent d'eux, ils ont comme réflexe de vite enlever la corde pour savoir ce qui se passe. Mais il m'est arrivé, des fois, d'arriver sur des lieux d'intervention avec le patient qui pend encore sur sa corde. Bon, là, quand on sait qu'il s'est pendu depuis peu, on essaie de le réanimer, mais très souvent, c'est un échec. Très souvent, on fait le certificat de décès sur place. Et puis l'autre versant, c'est bien entendu le suicide par arme à feu. Là, souvent on ne peut plus rien faire, hein. C'est une balle dans la tête ou une balle comme ça, souvent avec un fusil de chasse. Donc là, je pense qu'il n'y a rien à faire. Néanmoins, on sort quand même en SMUR parce que parfois, de façon exceptionnelle, on arrive à récupérer des gens. On arrive à les maintenir en vie. Donc voilà, vous savez tout sur la sortie SMUR. Alors quand le médecin est sorti en SMUR, il prend en charge le patient. À la fin de sa prise en charge sur le site même, sur les lieux mêmes, il va rappeler le centre 15, il va faire ce qu'on appelle un bilan. Donc il va parler avec le médecin régulateur pour orienter au mieux le malade. Donc soit il retransporte le patient dans son centre hospitalier, soit il va l'orienter vers un autre centre hospitalier plus approprié. Par exemple, le cas le plus classique, c'est quand l'urgentiste sent en SMUR sur un infarctus, il va prendre en charge l'infarctus. Alors, dans notre langage à nous, urgentistes, on ne dit pas infarctus. On dit SCA, on dit syndrome coronarien aigu. Mais pour le citoyen lambda, c'est un infarctus du myocarde. Quand un urgentiste sort en SMUR sur un infarctus, il faut après que ce malade-là aille en cardiologie. Souvent pour faire une coronarographie. Mais ce n'est pas tous les hôpitaux qui ont ce genre de service-là. Donc si vous êtes dans un hôpital qui n'a pas de service de cardiologie et encore moins de service de coronarographie, quand vous êtes en SMUR, vous allez transporter ce malade dans un autre hôpital. Et des fois, cet hôpital peut être à 60 bornes. Donc une sortie SMUR peut prendre parfois plusieurs heures. Donc vous imaginez, vous avez par exemple 2 médecins aux urgences qui travaillent ensemble. Quand il y en a un qui sort en SMUR, il peut être absent plusieurs heures. Et quelle n'est donc pas la solitude du médecin qui reste lorsqu'il y a toutes les autres urgences qui arrivent. C'est pour ça que la régulation est un métier important. Et c'est le 3e volet de l'urgentiste. Un urgentiste hospitalier travaille aux urgences, il travaille en SMUR, mais il peut aussi faire de la régulation. Donc comme je vous l'avais expliqué, il est au centre 15, il reçoit les appels. Là aussi, ce sont souvent des gardes de 24 heures. Et puis, c'est lui qui orientera au mieux les patients et surtout les SMUR qu'il aura fait sortir. Donc, un médecin régulateur qui se retrouve en préfecture d'un département va finalement, il peut faire sortir 3, 4, 5, 6 SMUR, c'est-à-dire les autres hôpitaux du département. Par exemple, je ne sais pas, dans le Puy-de-Dôme, par exemple, le centre 15, il est à Clermont-Ferrand, et vous avez toutes les autres villes du Puy-de-Dôme, c'est-à-dire Riom, Thiers, Issoire, Ambert, etc. Les autres petits hôpitaux qui ont un SMUR, et donc le régulateur suivant le secteur fera sortir le SMUR le plus proche du malade. Et le 4e volet de l'urgentiste, c'est ceux qui font des transferts. C'est-à-dire que quand l'urgentiste soigne un malade au sein des urgences, par exemple, si vous avez un infarctus qui arrive aux urgences même, s'il n'y a pas de service de cardiologie dans l'hôpital dans lequel se retrouve l'urgentiste, vous avez un transporteur, donc un autre médecin qui va transporter le malade d'un hôpital jusque dans un autre hôpital. C'est ce qu'on appelle le transfert. Donc, en pratique, un urgentiste, lorsqu'il prend sa garde, il peut soit se retrouver aux urgences, soit se retrouver en SMUR. Il y a des services où ils ne sont que en SMUR. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas aux urgences, ils sont que en SMUR, et puis après, ils vont sortir sans travailler aux urgences. C'est ce qu'on appelle le SMUR exclusif. Ça, c'est plutôt dans les gros hôpitaux. Donc, urgence, SMUR, souvent urgence SMUR en même temps, dans 95% des cas, urgence SMUR en même temps. Régulation, donc centre 15, et transfert.
transfert, ben, c'est souvent l'hôpital dans lequel se trouve donc SAMU qui a une équipe. Ce n'est pas un SMUR, c'est une équipe de transfert, c'est-à-dire c'est un camion plus gros, équivalent au camion des pompiers, avec une civière à l'intérieur, etc., avec un brancard, qui va transporter, donc il va se déplacer d'un hôpital à un autre pour transporter un malade d'un point A à un point B. Donc vous savez tout de ce que fait le médecin urgentiste durant sa garde de 24 heures. J'espère que vous avez bien saisi comment ça se passe. Donc, pour résumer, un urgentiste, il sait tout faire dans les premières heures. C'est un médecin qui gère beaucoup de malades en même temps, parce qu'aux urgences, il en gère 3, 4, 5 en même temps, et qui s'adapte à tout, qui s'adapte à toutes les situations. Et quand je dis toute situation, c'est maintenant aussi les situations où le médecin risque de travailler seul alors qu'ils étaient censés être deux. C'est quand l'urgentiste est censé travailler avec des médecins de transfert qui doivent venir le voir et en fait il n'y a plus de médecins de transfert parce que les hôpitaux sont en train de fermer les uns après les autres et les lignes d'urgence sont en train de fermer les unes après les autres. Donc malheureusement, l'urgentiste est formé pour s'adapter à toute situation médicale, mais maintenant il est en train de s'adapter à toute situation extra-médicale, organisationnelle. Là, c'est encore pire. Toute situation, c'est aussi manger à midi, mais la garde suivante manger à 16 heures parce qu'il est sorti en SMUR ou parce qu'il a une grosse urgence. Au lieu de manger à 20 heures, c'est de manger à 3 heures du mat, c'est assez fréquent lorsqu'il y a de grosses urgences. Donc, le médecin s'adapte vraiment à toutes les situations, que ce soit pour sa santé, pour les malades, mais maintenant au niveau social. Donc voilà, vous savez pratiquement tout sur un médecin urgentiste qui fait sa garde de 24 heures. Donc c'est un médecin polyvalent qui repère vite l'urgence, qui a du flair. Ce qu'on demande à un urgentiste, c'est d'avoir du flair. Ce qui différencie bien entendu l'urgentiste expérimenté ou doué du jeune urgentiste, c'est le flair. Parce que comme tout médecin, un urgentiste est avant tout un artiste. Nous ne sommes pas que des techniciens. Nous n'appliquons pas que des protocoles. Ça, les protocoles et les règlements précis, c'est fait pour juste déstresser le jeune urgentiste. L'urgentiste expérimenté, lui, il va sentir le malade. Il n'a pas besoin de chiffres, de protocoles, de choses comme ça. Il va sentir le malade, il va avoir un diagnostic, comme ça. Donc, l'urgentiste, c'est quelqu'un qui prend une décision rapide, bien entendu. Il doit prendre une décision rapide. Et donc, s'il a le flair qui l'aide en plus, il prendra encore plus rapidement une décision rapide. Attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que si on va trop vite, on est dangereux. C'est-à-dire si on oriente mal les gens, on est dangereux. Si on fait rentrer les gens chez eux trop tôt, ils vous reviendront comme un boomerang. Et si on oriente mal les gens, soit vous avez le médecin qui a reçu le patient qui vous fera des remarques, ou alors encore pire, c'est des patients qui vont se dégrader dans un service alors qu'ils auraient dû être orientés plutôt vers une réanimation ou vers un bloc chirurgical. Donc un urgentiste qui va trop vite, il est dangereux, et un urgentiste qui va trop lentement, il est lui aussi dangereux parce que s'il est trop lent à prendre une décision, il est facile de comprendre que ça peut être dangereux pour le malade. Donc, un bon urgentiste, c'est celui qui va vider les urgences rapidement, mais sans se précipiter. Un bon urgentiste, c'est celui qui fera en sorte qu'il n'y ait pas des gens sur un brancard de partout dans les couloirs. Même si malheureusement, maintenant, la surcharge des urgences ne dépend plus de l'urgentiste, ça dépend de plein d'autres problèmes adjacents au service des urgences. Donc, j'ai un
collègue un soir qui m'a résumé, je pense, assez bien les choses, qui reflètent un petit peu le travail du médecin aux urgences, c'est recevoir, évaluer, traiter, orienter. Recevoir, évaluer, traiter, orienter. Et tout cela se fait au sein d'une structure qui s'appelle les urgences. Les urgences reçoivent les gens, ils sont évalués par des infirmières et des médecins, ils sont traités par des médecins et des infirmières aussi, et après ils sont orientés. C'est le principe même des urgences. Et dans le prochain chapitre, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'organisation même des urgences, ce qui se passe aux urgences. À très bientôt les amis, et on va vite se revoir pour la 4e partie parce que je pense que vous êtes très impatients de savoir ce qui se passe aux urgences, parce que c'est maintenant qu'on va rentrer dans le nœud du problème. À bientôt les amis, et reprenez votre souffle.